Pour ce dernier numéro des Chroniques des BFN, avant l'ouverture de la campagne électorale, nous abordons trois sujets qui devraient la chronique. En premier lieu, la prise de parole de Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, au sujet de son bilan sectoriel que lui reproche concrètement l'opinion publique. Cette démarche met-elle à nu un manque de cohésion gouvernementale ou doit-on y voir une forme de désolidarisation? Ensuite, nous reviendrons sur la visite à Brazzaville de l'influenceur et pasteur Camille Makosso. Quel peut être l'impact d'un tel séjour sur l'image de marque du pays? Enfin, l'hommage rendu par le Premier ministre à feu Firmin Aïessa, ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique. Voici l'ossature de ces chroniques. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Brony. Bonsoir Gabriel. Nous allons analyser cette chronique de ce soir avant l'ouverture de la campagne électorale. Oui, ça pourrait être la dernière peut-être pendant cette période électorale parce que étant une chronique, je pense que nous n'aurons plus la possibilité d'analyser l'actualité de peur d'être partial ou de prendre position parce que c'est ça... J'ai l'esprit d'une chronique journalistique, donc on laissera la possibilité à d'autres experts de commenter l'actualité électorale. Bien évidemment, vous aurez une nouvelle émission sur Chileka Media où nous allons décrypter l'actualité tout au long de cette période électorale dénommée le regard politique. Brony en parlait tout à l'heure de la récente sortie médiatique de Denis Christelle Sassou Nguesso a enflammé la toile. On l'accuse d'avoir rompu la solidarité gouvernementale. Quelle est votre lecture sur cette polémique? Merci Gabriel. Il faut savoir que quand nous suivons de très près cette interview du ministre de la Coopération, Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est une interview bilan pour ne pas dire une interview de restitution. Quand je parle de restitution, vous allez vous rendre compte que dans cette interview, il a pris le temps de définir certains concepts et même de rappeler le rôle de son ministère qui est souvent mal compris ou encore qui est souvent mal connu. C'est vrai qu'il y a une branche partenariat public-privé, la coopération a toujours existé. Si le président de la République et son premier ministre ont voulu à un moment donné séparer ces deux ministères, donc séparer ou diviser en deux ce ministère de la coopération, des affaires étrangères de la coopération, puisque c'était inclus dans ce ministère-là, c'est parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont voulu donner une force au côté coopération économique du pays. Pour laisser la diplomatie politique, la diplomatie proprement dite, et donner la force à la coopération économique du pays. Et c'est pour cela que je parle d'une sorte de bilan, mais aussi de restitution de ce qui a été fait, parce que le devoir de ces communes de l'État, le devoir de ces hommes d'État, de ces ministres, députés et autres, c'est de rendre compte à la population. Tout ce qu'ils font, nous ne le font pas pour eux. Les informations qu'ils ont, ce n'est pas pour eux, c'est pour la population, puisqu'ils sont au service pour la population. Surtout un ministre, c'est un serviteur de la population. Donc, aujourd'hui, sa sortie médiatique, oui, vous l'avez constaté, comme plusieurs d'ailleurs, a suscité de la polémique. Pourquoi? Parce que dans sa réaction, sinon dans sa sortie médiatique, dans son interview, il relève les insuffisances, pas que du gouvernement, mais j'ai envie de dire de la gestion étatique. Puisque vous avez le gouvernement, on peut dire vous avez le président, vous avez le premier ministre, vous avez le gouvernement, mais vous avez les directions générales et autres. C'est comme ça, c'est toute une chaîne. Le président peut bien faire, le premier ministre peut bien faire, le gouvernement peut bien faire, mais parfois la suite
n'est pas bien fait et tout est bloqué parce que c'est une chaîne. C'est comme aussi, le président peut mal faire, le premier ministre peut tenter de rattraper, le gouvernement aussi, mais après, au fond, c'est rien. C'est comme aussi, le président peut bien faire, le premier ministre ne fait pas bien son travail, les ministres aussi ne font pas leur travail, et ça peut bloquer tout le reste. Et donc, vous allez vous rendre compte que dans cette interview, il révèle les insuffisances, mais qui sont connues de tous. Parce que la question lui a été posée, c'est, vous parlez de le bilan sectoriel, donc 200 bilans. Il vous rappelle comment il a réussi en 5 ans à dépoussiérer les comités mixtes. Il explique d'ailleurs, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Je vous prends le cas comme le Sénégal, par exemple, où depuis 2018, tout était mis en berne, sinon entre circuits, alors que on a eu en 2024, à peu près 2025, des partenariats, sinon des contrats avec la Sénélec, qui est une société sénégalaise. Et si depuis les comités mixtes fonctionnaient normalement, ou si la collaboration économique ou les coopérations étaient au beau fixe, en bonne santé, on n'aurait peut-être pas eu aussi trop de problèmes avec le Sénégal aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, sinon au Parlement, il y a eu ratification de tel accord, il y a eu partenariat, il y a eu signature de tel accord, comme l'arrivée de Emmanuel Macron au Congo, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés avec même le Rwanda d'ailleurs. Il vous dit, mais le Congo ne manque pas d'accords. Simplement, c'est que plusieurs accords ont été rangés dans les tiroirs depuis des années. Et donc, il faut voir aujourd'hui quels sont les accords qu'il faut dépoussiérer. L'avoir révélé, l'avoir dit que le Congo souffre d'un problème de climat des affaires, avoir dit que finalement, on réalise ou on met en place des projets sans études préalables, je pense à mon avis, il a juste voulu nous dire ce que nous entendons depuis longtemps. Il a voulu juste nous dire ce que le président lui-même décrit ou déplore tout le temps. Et il nous a même dit ce que d'ailleurs la ministre, qui est aujourd'hui la ministre des Transports, qui était hier la ministre du Plan, avait dit qu'on a encore des problèmes de climat des affaires quant à la réalisation du PND qui finalement jusqu'à la fin de ce quinquennat n'a pas réellement ou n'a pas été mise en œuvre. Donc, si vous comprenez son interview, je pense que on a besoin de ces hommes politiques, on a besoin de ces dirigeants qui soient capables, surtout au XXIe siècle, où l'information d'une manière ou d'une autre peut sortir d'un bureau, ou même une note de service peut sortir même du bureau de la présidence de la République, du bureau de la primature. On a besoin aujourd'hui des hommes politiques qui soient capables de dire la vérité au peuple pour mieux les rassurer. Et quand vous regardez, ce ne sont pas les secrets d'État qui ont été dévoilés. Le ministre des Affaires étrangères, vous vous souvenez, devant l'Assemblée nationale, avait déploré le fait que son ministère n'a pas eu suffisamment de fonds, puisque vous avez aujourd'hui des ambassadeurs, des diplomates qui ont été nommés, qui sont encore au Congo faute d'argent, et celles et ceux qui sont à l'extérieur, qui devaient rentrer, qui ne sont pas rentrés faute d'argent. Il a dit que si son ministère peine à réellement fonctionner, à faire rayonner l'image du Congo à l'extérieur, c'est faute d'argent. C'est vrai qu'il y a d'autres pesanteurs, qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut y mettre, compétences ou autre chose. Il a déploré. Vous vous souvenez aussi, le ministre des Sports, le ministre de la Jeunesse, a déploré le fait que le sport n'était pas suffisamment financé dans ce pays. Mais vous vous souvenez, il y a quelques années, on peut remonter à 5 ans, à 6 ans, un ministre a été jeté à la vindicte populaire, un ancien ministre de l'enseignement, qui est devenu aujourd'hui Premier ministre, qui a été désavoué devant les députés par son chef à l'époque, son Premier ministre. Donc, ce n'est pas nouveau que l'on se retrouve dans ces faits, simplement c'est qu'à un moment donné, vous parlez de la solidarité dans votre introduction. La question qu'on se pose, est-ce que la solidarité doit se faire dans le mensonge ou cette fameuse solidarité gouvernementale doit se faire dans le respect des feuilles de route
de chacun des ministres. Ronnie, tout à l'heure, vous avez parlé des insuffisances de l'action gouvernementale, de ce que le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso a révélé. Est-ce que c'est son rôle en tant que membre du gouvernement de porter un tel regard critique? Il n'est pas porte-parole du gouvernement pour parler du rôle. Il n'était pas dans le rôle du porte-parole. Il n'était pas dans le rôle d'un informateur. Vous l'avez dit, il a accordé l'interview à la presse. Que cette presse ou que ce journaliste soit de son cabinet, son attaché de presse, puisque nous avons reconnu sa voix, mais l'objectif de la communication, vous l'avez dit, c'était de rendre compte à la population. C'était pas de rendre compte au Premier ministre, parce que le Premier ministre a toutes les fiches, a tous les résultats de ses ministres. Le président de la République a tout le cahier comment on appelle, le cahier de bord de tous ses ministres. Et donc, si un ministre communique aujourd'hui, ce n'est pas que pour plaire au président d'un côté, mais surtout et avant tout pour informer le public dans le but de le convaincre, la population. Et donc, cette communication, l'objectif, c'était d'abord rendre compte publiquement de son ministère. C'est un nouveau ministère qui a des missions précises. On est dans un contexte de fin de quinquennat. Vous avez vu, les autres sont passés dans le projet 30 jours pour convaincre. Chacun a voulu apporter. Lui n'y était pas. Il a voulu peut-être trouver ce canal où finalement il pouvait être en face de son attaché de presse pour répondre aux questions qu'ils ont trouvées peut-être plus préoccupante, beaucoup plus importante pour le public. Donc, à ce niveau, c'est ça l'objectif. Maintenant, la cible, c'est aussi la population. Est-ce que on lui reproche aujourd'hui d'avoir reconnu les failles du gouvernement? Et vous savez que la politique actuelle, même si terre à terre, nous disons, et même pas terre à terre, que le mensonge serait aujourd'hui un élément important pour l'homme politique. Mais dans le contexte actuel, on voudrait bien que le leader, même le président lui-même, l'a reconnu plus d'une fois, que le pays est en crise, il y a des efforts à faire. Est-ce que le fait d'avoir reconnu qu'il y a des failles au niveau du climat des affaires, qu'il y a des failles au niveau du traitement des dossiers, la lenteur administrative, la démission de certains, est-ce qu'aujourd'hui ça fait de lui un ministre traître? Non, je ne pense pas. Parce que d'autres ministres l'ont fait d'une manière ou d'une autre. A-t-il cassé la solidarité gouvernementale? Je ne pense pas, puisque à mon avis, être solidaire, ce n'est pas entretenir le mensonge entre nous. Être solidaire, c'est dire... Connaître aussi les failles? Non, c'est dire, à mon avis, que nous devons nous soutenir pour accomplir une mission. La solidarité, c'est cela. Ça veut dire que, quelque part, il y a un ministre qui a failli parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens. L'autre peut dire, vous n'avez pas assez de véhicules, par exemple, pour transporter les légumes d'un point à un autre. Dans mon ministère, j'ai 10 véhicules, je vous le donne. On peut encore dire finalement, dans votre budget, on constate que vous avez peut-être épuisé votre budget avant la fin de l'année. Mais j'ai encore quelques miettes de millions chez moi. On peut l'affecter chez l'autre pour qu'on accomplisse la mission. Je crois que la solidarité républicaine se joue à ce niveau, mais pas dans le mensonge, dans le but de dire, bon, finalement, on va pas dire au public, on va pas dire à la population qu'il y a des failles. Moi, c'est ce que la solidarité, à mon avis, c'est ça. C'est se soutenir pour réussir la mission. La solidarité, c'est mettre en pratique ensemble les feuilles de route, les programmes qui nous ont été confiés ou donnés par le chef de l'État ou par le Premier ministre. Mais vouloir dire aujourd'hui, parce que il est venu montrer les limites du gouvernement, pourquoi est-ce que le gouvernement cacherait-il ses limites au peuple? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne dira pas-t-il la vérité à la population, qu'ils ont failli avec le PND, qu'ils ont failli sur tel programme, qu'ils ont failli à faire ça? Ce serait quoi finalement si le gouvernement vit dans le mensonge?
Et je voulais rappeler tout à l'heure que le président de la République, plus d'une fois, a interpellé son gouvernement avec beaucoup de sagesse et de diplomatie. Ils sont pourtant indexés, mais chacun de ses ministres, on sait quand il a parlé de tel ou tel sujet qu'il indexait tel ou tel ministre. Quand il parle de la justice, on peut savoir, quand il dit que le fruit, le verre est dans le fruit, quand il indexe la justice, il a un ministre de la justice qui doit jouer son rôle. Quand il parle de détournement à l'université de Maringouabi, il a eu plusieurs ministres qui se sont succédés, on sait de qui il parle. Donc ici, il faut comprendre que finalement, on peut ne pas exposer ou briser la solidarité gouvernementale, mais on expose un système qui est usé, un système qui est totalement rouillé, et les nouveaux ministres qui arrivent maintenant, donc depuis 5 ans, et comme le Premier ministre d'ailleurs lui-même, qui a tenté de mettre en pratique, en œuvre plusieurs réformes, et qui a été buté par certains compatriotes et même certaines autorités, on peut comprendre que cette nouvelle génération qui monte, Denis Christophe Sassou Nguesso, ça fait 5 ans qu'il est au gouvernement, il y a d'autres qui sont arrivés, ils se rendent compte finalement, c'est un système qui est bien huilé, qui est rouillé aujourd'hui, et qui ne permet pas qu'il y ait évolution. Le dénoncer, à mon avis, ce n'est pas une dénonciation. Il explique aux gens comment est-ce que le système fonctionne. Il apporte la vérité? Oui, c'est ce que le peuple attend. Est-ce qu'il faut mentir au peuple ou dire la vérité au peuple, même quand ça blesse? Si on est réellement pour la population, pourquoi est-ce que mentir? Pourquoi est-ce que ne pas venir dire que finalement, il y a tel sujet, nous n'avons pas pu réaliser ça, quelqu'un a volé l'argent, quelqu'un a fait ceci, on le met en prison, on le juge. Parce que il faut savoir que le Congo appartient aux Congolais. Ça n'appartient pas à un ministre ou à un clan. Voilà ce que je peux vous dire. Prony, nous allons évoluer toujours dans ce qui concerne le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso. D'autres langues affirmeraient que cette prise de parole serait parce qu'il est le fils du président. Bon, écoutez, chacun de nous a son appréciation de choses. Moi, je ne pense pas. Ce n'est d'ailleurs pas pour la première fois qu'il est dénoncé ses limites, et quand il parle, chacun va dire qu'il expose ses collègues ministres. Il en a dit dans un forum il y a quelques mois. Et je pense que le président de la République, à mon avis, ne va pas cautionner qu'il soit entouré des gens qui n'appliqueraient pas, des gens qui seraient en déphasage, des gens qui finalement seraient paresseux, qui ne sont pas capables de mettre en exécution, de mettre en œuvre ces recommandations. Ça veut dire que dès lors qu'il a dénoncé ce que le président sait que tous les Congolais savent, je ne pense pas qu'il ait fait parce qu'il se serait dit que j'aurais une protection, personne ne me toucherait. Au contraire, je pense qu'en tant que vous l'avez dit, donc je reviens sur ce que vous avez dit, en tant que fils du président de la République et au gouvernement, je crois qu'il a un devoir. Il se donne l'obligation de réussir, sinon on dira, ok, il ne fait rien parce qu'il est le fils du président, il dort dans son lit tout le temps. Voilà, il fait rien parce qu'il est le fils du président, parce qu'il sait que qui ne travaille pas, finalement, c'est le fils du président. Et donc, il est dans l'obligation, il le sait, d'apporter les preuves, de travailler pour ne pas qu'il tombe dans ce piège. Pendant que certains membres du gouvernement tentent de justifier leur bilan, l'influenceur ivoirien Camille Makosso lui semble séduit par les réalisations du Congo au-delà du buzz. Que peut réellement gagner le pays en recevant une telle figure médiatique, Bruni? Le Congo ne gagnera rien. Pourquoi vous le dites? Le Congo a tellement des problèmes structurels qu'un influenceur comme Makosso viendrait résoudre. Le Congo a un problème de visibilité sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique, qu'un seul Makosso qui est une sorte d'opportuniste et qu'un homme d'affaires viendra résoudre. Ne pensez pas que parce que Makosso est passé au Congo pour quelques jours et qu'il a visité quelques hommes politiques, qu'il a réussi à sonner l'image du Congo sur le plan culturel, sur le plan social. Au contraire, parce que qui est Makosso? Makosso, c'est un homme d'affaires entre guillemets. C'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui aujourd'hui,
utilise certaines faiblesses socio-économiques et culturelles de certains États pour aller faire sa propre promotion et gagner l'argent. Vous savez que il est suivi à peu près par 3 millions de followers à travers le monde. Vous savez combien ça peut lui rapporter s'il arrive au Congo, s'il arrive au Bénin, s'il arrive un peu partout. Et quand on voit un peu tout ce qu'il a sur la toile, il a à peu près autour de 10 millions par là. C'est pas trop. Des gens qui le suivent à travers le monde. Et finalement, quand il arrive au Congo, ce n'est pas pour soigner le Congo. Il se vend lui-même. Mais quel est son langage touristique? Quel est son langage diplomatique? Quel est son langage culturel? Quel est son langage de marketing? Est-ce que être devant les tours jumelles, dire que le Congo est comme les États-Unis, c'est vrai? Vous pensez que les gens sont tellement dupes pour croire que finalement que les tours jumelles sont comme une sorte d'or qui sont j'ai envie de dire sur une sorte d'un quartier précaire? Est-ce que Makosso n'a pas pris le temps de voir autour des tours jumelles que c'est un quartier totalement précaire où vivent les pauvres, où il n'y a même pas de logements adéquats pour loger? Il y en a pas. Le quartier Dragage, Kangambandi, où se trouve machin. Donc, il faut pas se leurrer. Et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. On préfère aller prendre les gens de l'extérieur dans l'espoir qu'ils vont soigner l'image du pays. On reproche aux locaux que vous ne faites pas suffisamment de publicité sur votre pays, sur le peu que vous avez. Très bien. Sur le peu que nous avons, nous le vivons à notre manière. Mais on ne peut pas, nous, aller mentir au monde pour dire finalement que le Congo serait un paradis. Venez voir, et quand ils arrivent, ils constatent que il y a la plupart des Congolais qui n'ont même pas les toilettes modernes. Ils constatent finalement qu'au Congo, que nous n'avons pas les routes qu'il faut. Quand ils constatent que on a des délestages. Quand on constate qu'il n'y a pas d'eau. Dites-moi, qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire plaisir à un investisseur? Le ministre Denis Sassou Nguesso l'a dit. Donc, il faut pas se leurrer que c'est un dealer, c'est un opportuniste, il fait son travail, il est, depuis quelque temps, de plus en plus rejeté celui par l'opinion publique, et finalement, il doit avoir une sorte d'ancrage dans plusieurs pays africains, pour faire asseoir sa personnalité. Il ne fait que pour lui, il ne fait pas pour votre pays. Est-ce que vous pensez que finalement, parce qu'il a dit ça, que le Congo a des tours jumelles, que combien d'investisseurs ont quitté la Chine, ont quitté la France, ont quitté l'Angleterre, ont quitté les États-Unis et même le Rwanda pour venir s'installer parce que lui leur parle de ça? Et combien d'Ivoiriens sont arrivés au Congo après j'ai envie de dire, sa pérégrination au Congo? Brony Makosso a affirmé que le secteur touristique congolais ne communiquait pas assez sur les atouts du pays. Partagez-vous ce constat d'un déficit de vulgarisation? Il faut différencier les choses. Vous avez le ministère et vous avez le secteur privé. Et quand il dit qu'on communique pas assez, vous avez notre confrère qui est dans la Wanda, comme on l'appelle ça, Kiki Lawanda, Nestine peut me le rappeler, qui est à côté. Kiki Lawanda, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui pour attirer les touristes dans ce pays? Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a une année où le Premier ministre a passé ses vacances à visiter les sites touristiques grâce à ce compatriote. Et vous savez combien de compatriotes aujourd'hui, vous avez un autre qui se retrouve en Côte d'Ivoire, qui est même passé sur Tchelika, Ikia, c'est comme je retiens ce nom-là, Ikia, mais qui vend le Congo. Donc, Makosso ne peut pas aujourd'hui confondre, j'ai envie de dire, la paralysie communicationnelle du ministère du Tourisme, qui finalement se contente dans des activités institutionnelles et qui ne fait rien depuis, nous l'avons déploré, aux jeunes Congolais qui se battent tous les jours ou presque pour vendre leur pays d'une manière ou d'une autre. Vous avez aujourd'hui la dame qu'on appelle la poissonneuse, je connais pas son nom, comment elle s'appelle, Nassine peut me rappeler? La poissonnière, on l'appelle pas la poissonneuse, voilà, la poissonnière, pardonnez-moi. Elle, aujourd'hui, vend le Congo sur ce plan.
Mais vous avez aujourd'hui les dames qui sont passées sur votre plateau, comment on les appelle dans la musique traditionnelle moderne. Voilà, mais vous avez les Maruska qui vendent le Congo à l'extérieur. Vous avez les Dali, les cardinals qui vendent le Congo à l'extérieur sur le plan culturel. Mais dites-moi, comment peut-on les confondre avec un ministère qui est resté inerte, qui est resté pendant longtemps dans l'obscurité, qui est resté longtemps hors sujet, à ceux qui font le job pour y faire rayonner ce pays. Et ces jeunes, pour la plupart, le font sans argent, sans accompagnement. Par amour. C'est pour cela, faut vous dire que ce fameux Camille Makosso, c'est un agitateur, c'est réellement un agitateur, et vous savez qu'aujourd'hui, une autre méthode pour réellement attirer l'attention, c'est agiter les réseaux sociaux par le sensationnel. C'est vrai. Il a dit la vérité sur ce qui concerne le gouvernement, donc le ministère de la Culture. Vous savez que on a eu encore l'impression que sur les 5 ans là, on a encore détruit, on foncé la culture, on a détruit la culture de plus belle avec la ministre qui est actuellement, alors qu'elle sortait, elle, du cabinet du ministre, du président de la République. On suppose qu'elle avait conçu le projet actuel du président de la République quand elle est au cabinet. Mais diable, vous savez, on peut retenir ce qu'elle a pu faire. Organisation à minima du FESPAM, organisation de du concours de la danse Mopacho. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas su en 5 ans on n'a pas su construire en 5 ans l'identité culturelle du Congo dont nous cherchons, nous réclamons tous les cris aujourd'hui. Le Congo ou le Congolais n'a plus son identité culturelle par rapport aux autres. Bruni, le Congo dispose pourtant de sites exceptionnels. Selon vous, que manque-t-il à notre stratégie pour attirer davantage des visiteurs étrangers? Moi, je pense que soit on nomme les gens qui n'ont rien compris de ce que c'est que la culture, soit on nomme les opportunistes, soit encore on nomme les incompétents à ces postes. Vous rejoignez en quelque sorte Camille Makosso, il parle des incompétents également. Il parle des ministres, il parle pas des Congolais, il parle de la ministre. C'est lui qui dit que la ministre est incompétente, moi je ne l'ai pas dit. Moi je vous dis. Parce que vous savez que aucun pays au monde ne peut se développer sans sa culture. La culture c'est au-delà de la musique. La culture, c'est au-delà du folklore. La culture, c'est au-delà du FESPAM. La culture, c'est l'âme d'une nation. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Parce que si on avait réussi à développer la culture dans ce pays, on aurait su quel étranger allons-nous recevoir dans ce pays et pourquoi? Qu'est-ce que le Congo allait transmettre au peuple qui arrive chez nous? Qu'est-ce que le Congolais devait manger tous les jours? Comment le Congolais devait vêtir? Quelle devait être son éducation? C'est ça la culture. Mais vous êtes dans un pays où finalement le vol devient un mode de fonctionnement, de gestion. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne culture? Est-ce que vous pensez que quelqu'un vole, tout le monde sait qu'il est voleur, mais on l'arrête pas, on ne le juge pas? Est-ce que c'est ça la bonne culture qu'il faut? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, l'éducation est totalement détruite parce qu'on ne fait rien parce que vous comprenez par rapport à ce que je dis que dans tous les secteurs, sinon les fondements de tous les ministères, c'est la culture. Pour être un peu simple, comment chaque ministre devait gérer son ministère, c'est culturel. Parlons à présent de la polémique autour du Premier ministre. Anatole Koulini Makosso a rendu un dernier hommage à Feu Firmin Issa. Pourquoi ce geste pourtant protocolaire suscite-t-il des interprétations diverses? Bon, il faut savoir que paix à son âme, le ministre d'État Firmin Issa, qui est un ancien collègue, vous savez qu'il était un journaliste avant d'être un homme politique. Il faut savoir que le Congo en soi a bien honoré sa mémoire. Il y a eu un deuil national. Pourquoi? Parce que il est comme un soldat qui est mort au front. Il y a une différence entre un soldat qui est mort au front parce qu'il a été combattre et un soldat qui est mort par une maladie dans un hôpital.
la célébration, sinon la commémoration de leur disparition n'est pas la même, n'est pas au même niveau. Vous allez vous rendre compte que pour la plupart, celui qui est mort au front est souvent récompensé que celui qui est mort par une maladie. Et même quand vous revenez du front avec un pied amputé, l'armée ne vous rejette pas. Et donc, Firmin Aïssa est mort au front. Et ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu un ministre mourir au front, sinon en fonction. Et l'État a bien fait aujourd'hui de lui rendre un tel hommage, parce que quand il quitte le Congo, il est ministre, quand il va se soigner, il se dit pas que je reviens pas. Même quand il est dans son lit de malade, par rapport au témoignage que nous avons, il était toujours en communication avec ses collaborateurs et même le chef de l'État sur plusieurs sujets de la République. C'est pour cela que le Premier ministre, qu'il a connu depuis longtemps, lui rend cet hommage, couplé aujourd'hui à l'hommage de la République. Je crois qu'il le mérite. Mais quant à la diverse interprétation, vous parlez certainement de la profanation de sa mémoire par certains. Je parle moi de la déchéance culturelle, j'en parlais tout à l'heure, et de la déchéance morale. Le Congo perd son identité culturelle, son identité d'un pays de Bantou. Même le voleur, on avait une manière de l'enterrer, même si on l'avait abattu par les pierres. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une société où la politique a dominé et la politique politicienne a tout détruit. Toutes les réactions que vous voyez, c'est la conséquence de la politique politicienne, où finalement, on ne sait plus ce qu'est un Congolais au point d'aller profaner. Et quand vous regardez tout ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils reprochent, eux, à Firmin Aïssa, paix à son âme? A-t-il volé? A-t-il détruit? Personne ne vous a apporté des preuves de tout ça. Mais simplement parce qu'il a été, ou il a appartenu à un système où il a travaillé pour le président de la République. C'est pour cela, finalement, qu'on le profane de cette manière. Mais il faut savoir qu'au-delà de tout, c'est la déchéance morale, c'est la perte de notre identité, et la situation devient tellement grave que ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui devraient en prendre conscience, parce que les conséquences de la politique actuelle, c'est ce que nous ressentons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous ressentons aujourd'hui à travers les comportements des uns et des autres. Sinon, à un moment donné, je vous le dis, qui peut aujourd'hui dire pourquoi est-ce qu'on attaquerait à sa dépouille mortelle? Pourquoi est-ce qu'on l'insulterait après sa mort? Puisqu'aujourd'hui, personne ne nous dit sur la table pour dire, écoute, ce monsieur a fait ça, ce monsieur était un criminel, le monsieur a détourné, il a fait ceci. Personne dans tout ce que vous entendez n'a apporté les preuves tangibles pour accuser. Encore que les autres ailleurs, vous entendrez le narcotrafiquant qui a été tué comment on l'appelle, en Mexique. On dit que c'était un narcotrafiquant. Vous vous souvenez? L'abbé Pierre en France, il a plusieurs procès aujourd'hui, mais il y a des preuves, on vous dit qu'il aurait touché les gamines, qu'il serait dans la pédophilie, qu'il aurait violé. On parle quand même des preuves. L'affaire Epstein aujourd'hui. On cite plusieurs autorités avec des preuves à l'appui qui sont incarcérées comme en Grande-Bretagne et autres. La tombe, par exemple, de Le Pen, le père, était profané parce qu'on pensait qu'il était l'extrême droite. Et là encore, vous avez constaté que les autorités françaises n'ont pas bien apprécié la profanation de sa tombe. Mais quand on se retrouve dans un Congo, ou parce que on s'oppose sur le plan politique, qu'on serait contre ce pouvoir, contre le président de la République, au point de vouloir mettre tout le monde dans un seul sac, et finalement les déprécier, les salir, je vous dis, j'ai envie de dire que ce n'est pas la faute à ceux qui le font, c'est la faute à ceux qui n'ont pas pu gérer.
Durant les obsèques Bruni, des images peu dignes de l'illustre disparu ont circulé, vous l'avez dit. Comment les institutions peuvent-elles aujourd'hui gagner la guerre des réseaux sociaux et protéger la dignité des personnalités publiques même après leur mort? Voilà. Avant de répondre à cette question, je souhaiterais, si vous êtes prêts, si vous avez cet élément, qu'on suive l'hommage du Premier ministre, un extrait, et puis je vous répondrai. On suit l'extrait et on revient tout juste après. Firmin Ayessa est un monsieur d'une humilité et d'une simplicité hors pair par sa conduite, par sa manière d'être. Firmin Ayessa a su rester lui-même. Bruni, vous venez de suivre l'extrait. Est-ce qu'on peut comprendre avec d'autres mots pour essayer d'éclairer la lanterne des Congolais? Bon, il faut savoir, je crois avoir tout dit, c'est que, vous savez que, pour être très clair avec vous, aujourd'hui, le système aujourd'hui, pour ne pas parler du président de la République lui-même, puisque nous allons aux élections, c'est le moment d'une prise de conscience de ce qui n'a pas marché et de ce qui a marché. Le système en soi, à mon avis, est un messager et qui ne passe plus dans l'opinion. Et donc, vous pouvez être un bon porteur. Non, vous pouvez être porteur d'un bon message. Dès lors que le messager ne passe plus dans l'opinion, votre message est automatiquement rejeté. Et c'est pour cela que plusieurs personnes qui sont là, tant que les choses ne vont pas changer, dès lors que vous dites que le Congo va changer dans 2 matins, avec des preuves à l'appui, personne ne vous croira. Dès lors que vous allez dire finalement, on va payer les fonctionnaires 10 mois, tant que vous ne le faites pas, même quand vous l'aurez fait, les gens ne vont jamais croire en l'avenir du Congo. Pourquoi? Pendant 40 ans à peu près, le système n'a pas réussi à combler les attentes de la population. Et c'est pour cela que toutes ces personnalités subissent ce qu'elles subissent aujourd'hui. C'est pour cela qu'elles subissent. Je vous disais, personne n'a dit que Firmin Ayessa, qui était un brillant journaliste à son époque, et qui, si vous avez suivi le Premier ministre, était ce qu'il était, mais que l'on vienne désacraliser sa mémoire, simplement parce qu'il serait du pouvoir. Oui. Alors que, il y a des gens qui ont commis des crimes, et qui sont décédés, à qui on n'a pas fait ces choses-là, qui n'ont pas subi tout ça là. Je ne suis pas là pour protéger le pouvoir, vous le comprenez, je ne suis non plus pour protéger ceux qui le font. Je veux juste que finalement, que l'on se souvienne qu'on est bantou. J'ai encore suivi, non, mais le président de la République est allé à Infondo alors qu'il venait de perdre l'un de ses gendarmes, l'un de ses bras droits, donc il serait dans une sorte d'hypocrisie. Et là encore, vous comprenez que on est toujours dans cette profanation. Mais quand vous comprenez tout cela, président de la République, m'a quoi après Infondo? Vous comprenez le degré du sacrifice que l'on peut faire quand on est à la tête du pays, quand on est un commis de l'État. Parce qu'à un moment donné, l'État ne s'arrête pas. Parce que il y a un ministre qui est décédé ou il y a un Congolais qui est décédé. L'État doit continuer à fonctionner. Malgré la douleur de la famille Ayessa, le président doit sourire avec d'autres familles congolaises qui ont besoin de lui. Mais c'est un sacrifice énorme dont on n'arrive pas souvent à mesurer. Mais quand on regarde la somme de tout ça, on se rend compte que nous sommes dans une défiance morale, éducationnelle et culturelle. Et je pense que les candidats qui sont aujourd'hui en lice pour la présidentielle devraient prendre conscience de tout cela, parce que tant que la culture ne va pas être soignée, tant qu'on on n'aura pas une sorte de chirurgie pour soigner la culture congolaise,
tout ce qu'on peut faire dans ce pays ne marchera pas parce que la culture, vous pouvez aller demander aux chrétiens, vous pouvez demander aller lire la Bible, c'est la culture qui est le fondement de tout. Et même ceux qui sont des chrétiens, ils savent que le royaume de Dieu a une culture. Quand tu la respectes pas, tu n'es pas dans ce royaume. Merci Bruni, vous l'avez dit, l'État doit continuer à fonctionner et Tcheleka Média aussi doit continuer à informer avec la nouvelle émission Le Regard électoral que nous aurons le plaisir de vous présenter d'ici là. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.